Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aérocockpit. Aujourd'hui nous allons parler des différentes balises de radionavigation qui existent dans le monde aéronautique, ainsi que de leur utilisation et de leur fonctionnement. C'est parti! Il y a 6 différents types de balises de radionavigation qui existent. Donc on a tout d'abord le NDB pour Non-Directional Beacon, avec pour symbole un cercle entouré de points. Le VOR pour VHF Omnidirectional Range, VHF signifie Very High Frequency, symbolisé par un hexagone. Le DME pour Distance Measuring Instrument, symbolisé par un carré. Le VOR-DME, donc qui est la combinaison du VOR et du DME, qui est symbolisé par un hexagone, donc symbole du VOR, entouré d'un carré, symbole du DME. Les marqueurs, qui sont au nombre de 3, le outer marker, le middle marker et l'inner marker, qu'on détaillera dans la suite de la vidéo. Et enfin l'ILS pour Instrument Landing System, symbolisé sur les cartes par un rectangle. On va parler d'abord des balises NDB, qui sont parmi les plus vieux types d'aide à la navigation par ondes radio. Une balise NDB, c'est un radiophare non directionnel, traduit directement de l'anglais de Non-Directional Beacon. C'est un peu comme un phare dans la marine. À bord de l'avion, le NDB il est reçu par un récepteur radio qu'on appelle ADF pour Automatic Direction Finder, qui permet à l'avion de naviguer vers une station NDB en affichant sa fréquence associée sur l'ADF et de suivre une route. Une fois que l'ADF reçoit les ondes d'une station NDB, la flèche se tourne en direction de la balise et le pilote n'a plus qu'à mettre son avion dans l'axe de la flèche pour rejoindre la balise. Le NDB transmet ses ondes radio grâce à une antenne verticale. Une onde, par définition, suit la courbure de la Terre, ce qui permet à l'onde radio, qui est diffusée par le NDB, d'être bien reçue par l'avion, même à de grandes distances ou à basse altitude. Par contre, la balise NDB a quand même beaucoup de défauts. Effectivement, même si son installation elle est peu coûteuse et elle permet la navigation dans les régions non équipées de VOR, elle est très sensible aux orages. Les ondes radio envoyées par la balise NDB vont aussi être faux lorsque l'avion sera en virage, donc comme pour le compas magnétique. Aussi, les signaux vont être de mauvaise fiabilité juste avant le coucher et juste avant le lever du soleil. Et on aura aussi un effet de montagne dans lequel les ondes radio envoyées par le NDB vont être faussées par des montagnes ou des falaises qui font face à l'avion. Donc il ne faudra pas utiliser des stations au sol qui sont obturées par une montagne ou une falaise. Le VOR, donc pour VHF Omnidirectional Range, c'est un système de positionnement radioélectrique qui est utilisé en navigation aérienne depuis 1947 et qui fonctionne avec les fréquences de la bande VHF, donc pour Very High Frequency. La bande VHF elle est juste au-dessus de celle utilisée pour la diffusion des radios qu'on écoute en voiture par exemple, donc en FM. Donc au sol on a un émetteur VOR et dans l'avion on a un récepteur associé à cet émetteur qui est un instrument qui affiche où l'avion se situe angulairement par rapport à l'émetteur. Un récepteur de navigation VOR, donc qu'on appelle un NAVCOM, permet de déterminer le relèvement magnétique de l'avion par rapport à la balise émetteur VOR. Donc le récepteur VOR de l'avion, il permet de déterminer le relèvement magnétique de l'aéronef par rapport à la balise émetteur du VOR. Donc le relèvement magnétique de l'avion par rapport à un VOR, ça s'exprime par le rayon issu du VOR sur lequel l'aéronef se trouve. Donc chaque rayon issu de la balise est appelé un radial. Donc quand l'avion a un radial moins 80, ça veut dire qu'il est situé à 90 degrés vers l'est par rapport au nord et par rapport à la balise. Donc si on résume, les avantages du VOR sont qu'il a un relèvement magnétique de position de l'avion par rapport à la balise, avec une bonne précision qui va de 1 à 5 degrés, et sa consommation électrique est vraiment beaucoup moins importante que celle d'une balise NDB. Par contre, au niveau des inconvénients, la portée elle est plus réduite que pour les balises NDB, puisque le signal ne suit plus la courbure de la Terre, et le rayonnement est stoppé par les montagnes et les gros obstacles comme pour la balise NDB. Et enfin, sa mise en place au sol, elle est plus complexe et elle est beaucoup plus coûteuse que la mise en place d'une balise NDB. Mais bon, on peut dire que l'amortissement se fera à moyen terme puisque la consommation en énergie étant beaucoup plus faible. Au niveau du VOR en lui-même, juste au niveau technique, l'antenne du VOR, elle se compose d'un élément central donc qui émet vraiment dans toutes les directions à la fréquence qui est indiquée sur les cartes aéronautiques. Et c'est la fréquence qui doit être affichée sur le récepteur du VOR à bord de l'avion. Et il se compose aussi de 48 petites antennes autour de lui qui sont disposées sur un cercle d'environ 7 mètres de rayon. Et l'électronique en fait, du VOR fait en sorte que les 48 antennes émettent chacune à leur tour en tournant à 30 tours par seconde. Par contre, les antennes sont fixes, elles ne tournent pas mécaniquement.
C'est un peu comme la tour Eiffel qui en fait tourne, mais c'est juste le faisceau qui tourne autour du VOR. Donc il tourne environ à 30 tours par seconde. Et enfin, petite info pratique, si vous voulez connaître la portée du VOR par rapport à votre position, donc si vous voulez une portée en nautique, vous faites 1,23 fois la racine carrée de votre hauteur en pied, ou bien si vous voulez connaître la portée en kilomètres du VOR par rapport à votre position, vous faites 4,1 fois la racine de votre hauteur en mètres. Donc on va maintenant parler du système DME qui permet d'afficher dans un avion la distance oblique qui le sépare de l'antenne DME au sol. Les balises DME sont en général au même endroit que les balises VOR. Donc quand on couple un DME et un VOR, on peut connaître la position exacte de l'aéronef puisque le VOR indique la position angulaire de l'avion par rapport à la balise et le DME donne la distance oblique de l'avion par rapport à la même balise du coup s'ils sont couplés ensemble. Le principe du DME, il est simple. L'avion envoie un message codé à la station au sol. La station lui renvoie le message. Le récepteur dans l'avion mesure le temps aller-retour mis par le message et il en déduit par le calcul la distance entre l'avion et la balise. Pourquoi le message est codé? Parce que comme ça, l'avion est assuré que le message qu'il reçoit est bien celui qui concerne l'avion. La station, elle peut gérer environ une centaine d'avions, au-delà, elle est saturée. Au niveau du récepteur, donc à bord de l'avion, il affiche la distance oblique jusqu'à la balise et la vitesse oblique aussi de l'avion en nœuds. Certains récepteurs affichent aussi le temps restant pour atteindre la verticale de la balise DME, mais ça c'est surtout pour les avions plus modernes et plus gros aussi. Donc on va pas parler du couplage entre la balise VOR et la balise DME, puisqu'on l'a déjà expliqué en expliquant le DME. Donc on passe tout de suite aux balises, donc marqueurs, donc avec le outer marker, le middle marker et l'inner marker. Donc les marqueurs ce sont des émetteurs radio dont les antennes ont un rayonnement vertical et elles sont implantées tout le long de l'axe d'approche de l'avion à des distances variables du seuil de piste. Les émissions des marqueurs, ils forment des cônes d'émission verticaux et leur rôle en fait c'est de renseigner le pilote du passage de l'appareil à l'heure verticale et ainsi de suivre parfaitement le plan de descente. Donc on a trois marqueurs, le outer marker, le middle marker et l'inner marker. L'outer marker il est situé entre 4 et 6 nautiques du seuil de piste. Le pilote quand il rentre dans l'outer marker il doit être environ à la hauteur de 600 mètres. Après le middle marker il est situé entre 3000 et 4000 pieds du seuil de piste et le pilote doit être à 300 mètres à son passage. Et enfin l'inner marker est situé entre 250 et 300 pieds du seuil de piste et le pilote doit être à l'altitude de 150 mètres. Le récepteur des différents signaux des marqueurs, c'est un rectangle qui est composé de 3 voyants et avec les lettres O, M et I, pour outer, middle, inner. Chaque lettre est éclairée lors de la réception du signal correspondant et possède une couleur particulière. Par exemple, au passage de la verticale de l'outer marker, le voyant O, donc de couleur bleue, s'allume et une tonalité en code Morse se fait entendre dans le cockpit à raison de 2 traits par seconde. Pareil au passage de la verticale du middle marker, on a le voyant M, donc jaune, qui s'allume et on a une tonalité en code Morse qui se fait entendre dans le cockpit avec un point et un trait par seconde. Et enfin pour l'inner marker, quand on passe à sa verticale, un voyant I blanc s'allume et une tonalité en code Morse se fait entendre avec des points en continu. Même si le système est efficace, les marqueurs sont de plus en plus souvent abandonnés au profit des systèmes DME. Mais bon, parfois on a certaines exceptions où juste l'outer marker est remplacé par un NDB de faible puissance et on a un DME au niveau du seuil de piste. Donc on passe maintenant à la dernière balise qui existe de radionavigation, donc qui est l'ILS pour Instrument Landing System, qui est un système automatique d'aide à l'atterrissage qui est utilisé dans l'aviation civile. Il permet une approche de précision qui est compatible avec des conditions météorologiques dégradées. En fait, il offre un guidage dans les plans verticaux et horizontaux jusqu'au seuil de piste. Le système de guidage horizontal, il est appelé localizer, il permet de savoir si on est bien dans l'axe de la piste, donc ou trop à droite ou trop à gauche. Il émet grâce à un réseau d'antennes directrices situé dans le prolongement de la piste, un faisceau radioélectrique permettant de fournir au pilote une indication d'écart horizontal par rapport à l'axe de piste. Le système de guidage vertical, qui est appelé glide slope, il permet de savoir si on descend avec le bon angle de descente, donc si on est trop haut ou trop bas par rapport au point de toucher des roues. Il émet des faisceaux radioélectriques, comme le système de guidage horizontal, dans le prolongement de l'axe de piste qui permet de fournir
au pilote une indication d'écart vertical par rapport à la pente de descente optimale. La plupart des ILS en France y sont couplés avec un DME qui permet de connaître la distance à parcourir pour atteindre le seuil de piste. Et ça représente la troisième composante de guidage pour une approche de précision avec l'ILS. Comme il y a deux systèmes de guidage dans l'ILS, donc celui du localizer et celui du glide slope, on va avoir aussi deux émetteurs, donc celui du localizer et du glide slope. L'émetteur du localizer, il émet dans la bande VHF. Donc c'est cette fréquence qui est émise par le localizer qu'on va régler sur le récepteur de l'ILS dans l'avion. Les antennes du localizer, elles vont émettre dans la direction de l'arrivée de l'avion. On voit ici le diagramme de rayonnement du localizer. Donc si l'avion est en dehors des deux lobes de rayonnement que forment les ondes émises par le localizer, l'avion ne reçoit pas ou pas suffisamment de signal et il ne peut pas utiliser l'ILS. Quand l'avion est à l'intérieur des lobes, le signal reçu est suffisant pour que le récepteur affiche l'écart de l'avion par rapport à l'axe de la piste. L'émetteur du glide, lui, il travaille dans une bande de fréquence beaucoup plus haute, donc en UHF pour Ultra High Frequency. Les fréquences du glide, elles sont appariées aux fréquences du localizer, c'est-à-dire que le pilote, quand il hante la fréquence du localizer, la fréquence du glide se réglera toute seule. Le glide, c'est 2 ou 3 antennes qui sont disposées verticalement sur un pylône à côté de la zone de toucher des roues sur la piste. Sur le diagramme de rayonnement des antennes du glide, on voit que si l'avion est en dehors des deux lobes de rayonnement, il ne reçoit pas de signal et ne peut pas utiliser l'ILS, comme pour le localizer. Par contre, quand il est à l'intérieur des lobes, le signal reçu est suffisant pour que le récepteur affiche l'écart de l'avion par rapport à la pente de descente normale. Une fois qu'on a réglé la fréquence de l'ILS sur le récepteur de l'avion, l'instrument qui permet de visualiser où se situe l'avion par rapport à l'ILS, c'est le même que celui utilisé pour la navigation avec les VOR. Donc ça peut être un CDI GS, un HSI ou sur les avions de ligne, un Navigation Display, donc un ND. En plus de ces informations-là, pour atterrir sur une piste avec l'ILS, il faut régler la course. Donc la course, c'est l'orientation de la piste par rapport au nord magnétique qui est indiqué sur les cartes. C'est ce qu'on appelle le QFU. Il est donné en degrés en tournant dans le sens horaire. Cette vidéo sur les balises de radionavigation aéronautique touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Elle m'a demandé beaucoup de travail puisque comme vous avez pu le voir, elle était assez complexe. Donc raison de plus, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.